Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie d'être avec vous ce matin. Voilà, j'ai compris comment est-ce qu'on ouvre le micro. Alors, c'est aussi une joie d'avoir mon mari avec moi ce matin. Et comme ça, on va pouvoir partager ensemble. Mais avant qu'il commence, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Donc, le thème de ce matin, c'est enfance en difficulté et délai d'intervention. Et l'objectif, c'est de pouvoir vous aider en tant que parents à détecter les difficultés chez vos enfants et voir comment vous pouvez les aider. Mais on va faire un petit exercice. Alors, j'ai besoin de 3 volontaires. Il n'y a rien de mal qui va vous arriver. Vous ne risquez rien. Alors, est-ce que je peux trouver 3 volontaires? Très bien, merci, madame. Il m'en reste encore un. Voilà, super. Alors, je vais donner des directives à chaque personne et vous allez observer. Vous pouvez venir ici. Alors, madame, je vais demander à madame de raconter quelque chose qu'elle a apprécié et qu'elle a aimé dans la journée d'hier. Voilà. Je vais demander à monsieur de faire du bruit, d'être dans un coin quelque part. Un petit peu plus loin, chanter, faire un peu de bruit. Et vous, vous êtes censé écouter madame, mais vous allez l'écouter lui. Vous êtes censé écouter ce que madame dit, mais au final, vous allez écouter le monsieur là-bas. Voilà, alors, vous avez la parole. Moi, j'ai apprécié premièrement, c'est le temps de qualité avec nos enfants. Et la seconde chose que j'ai aussi appréciée, c'est que chaque enfant que nous avons eu sont spéciaux et ils sont uniques. Vous vous adressez au monsieur là. Et lui, vous écoutez le monsieur. Et nous devons les apprendre à connaître aussi leur tempérament et ce qu'ils sont, leur intelligence, et discerner leur intelligence et leur prendre en charge selon les qualités qu'ils ont. Et la seconde chose que j'ai aussi appréciée hier surtout, c'est que nous-mêmes, les parents, nous devons travailler sur nous-mêmes et avoir assez de patience avec nos enfants, leur comprendre et les aider et avoir aussi penser qu'eux aussi ils ont souvent des choses à nous communiquer et à cause de ça être patient et les Merci écouter. beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que c'est facile de s'adresser à quelqu'un qui n'écoute pas? Non. Vous étiez focalisé sur les bruits, donc vous n'entendiez pas vraiment ce qu'elle racontait. Je pense que c'est à peine 25% de ce qu'elle a dit que j'ai entendu. Voilà. Parce que quand j'ai vu sa gestuelle avec ouais, j'ai dit, ben, il a peut-être mal à la tête finalement. Donc mon émotion est allée là, au lieu d'être concentrée ici. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. C'est parfois ce que nous vivons avec certains de nos enfants. Vous leur adressez la parole, mais ils ont l'attention ailleurs. Les oiseaux qui chantent dehors, le voisin qui parle, etc. Et tout ça, c'est pas forcément de sa faute, mais il y a un problème de fonctionnement au niveau de la concentration, par exemple. Donc, je fais juste ce petit exercice pour qu'on puisse comprendre que parfois nos enfants, c'est pas forcément de leur faute qu'ils sont pas concentrés et qu'ils ont des déficits d'attention, mais qu'il y a quelque chose qui les dérange. Donc, je vais donner la parole à mon mari, il va commencer, et puis je prendrai le relais tout à l'heure. Bonjour tout le monde. C'est un grand privilège pour moi d'être avec vous ce matin, partager un peu avec vous. J'avais eu à écouter ma femme pendant avant-hier et hier. C'est vrai que on aimerait tous avoir des enfants qui sont gentils, qui ne causent pas trop de problèmes ou avec qui on n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Mais dans la vie, on réalise que ce n'est pas le cas. Alors, si vous êtes comme moi, c'est un grand travail que vous devez faire sur vous-même. Je suis pas trop patient avec les caprices des enfants.
Heureusement que Dieu m'a donné une épouse qui est très, très super, qui est patiente, qui prend son temps avec les enfants. Et moi, j'ai dû apprendre durement. Des fois, on apprend très, très durement avec les enfants. Voilà, alors on va parler ce matin, chez moi, je vais prendre la partie un peu de tout ce qui concerne les troubles. C'est vrai que des fois, quand on se retrouve dans des situations, on est totalement désemparé, mais où on n'a pas de solution. Mais je lis avec vous ce psaume. Je crois que c'est bien que je descende les lunettes. Je lis avec vous ce psaume, psaume 50, verset 15. Dit, alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. C'est une belle promesse de Dieu, une belle promesse que Dieu nous a faite. Nous pouvons toujours nous adresser à lui lorsqu'on est en détresse face à nos enfants ou dans des situations avec nos enfants où c'est difficile. Ce n'est pas juste des détresses parce que je me suis fait attaquer par les brigands ou bien quoi, mais des choses que nous vivons aussi avec nos enfants. Nous pouvons crier à Dieu. Et il est ce Dieu qui nous aime, qui veut voir notre famille, nos enfants, tout le monde s'épanouir et que nous puissions vivre en harmonie. Et il veut intervenir aussi dans notre famille, il veut intervenir aussi dans la vie de nos enfants pour que nous puissions lui donner à la fin toute la gloire. Amen. Alors, le trouble du déficit de l'attention. On peut voir avec ou sans hyperactivité. On parlera aussi spécialement de l'hyperactivité. Merci. Donc, ça arrive que certains enfants ont beaucoup de déficit d'attention et c'est accompagné d'hyperactivité ou pas du tout. Alors, le trouble de l'attention chez l'enfant, souvent appelé TDAH, indique que le cerveau ne fonctionne pas comme chez la majorité des personnes. Et c'est quelque chose qui touche 5 à 7% des enfants en âge scolaire. Et vous pouvez voir que sur le tableau aussi, ça apparaît dans l'enfance et dure jusqu'à l'âge adulte, où l'enfant est beaucoup perturbé, a des problèmes de concentration, tout ça. Donc, le TDAH peut renforcer la créativité, la sensibilité, l'empathie et l'originalité. Donc, au fait, ce n'est pas totalement négatif. Mais c'est quelque chose qui va renforcer d'autres choses dans la vie aussi de l'enfant. Aussi chez les parents, chez nous, les parents. Il y a des moments où l'enfant rencontre des difficultés à maintenir l'attention. Il a de la peine à se concentrer et il peut être impulsif, il interrompt souvent les autres, il fait des petits bruits ou bien des petites choses qui dérangent les autres à côté. Et ce n'est pas toujours évident d'avoir quelqu'un comme ça à ses côtés ou bien à côté d'autres personnes. Et l'enfant a une hyperactivité motrice. Il n'arrive pas à se tenir tranquille, il se lève, il bouge, il tape les pieds. C'est comme
il doit être en mouvement tout le temps. On peut même observer ça chez des petits-enfants aussi. Ils bougent tout le temps. Vous ne pouvez pas le faire asseoir tranquillement quelque part pour un long moment. Ça, ce n'est pas normal. Déjà, un enfant normal, on peut dire, ce n'est pas normal de le faire asseoir longtemps. L'enfant a besoin de changer, de bouger. Je crois qu'on a des jardinières d'enfants ici, des spécialistes qui savent aussi que il faut changer les activités pour les enfants chaque 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, parce que l'enfant est comme ça. Mais il y a d'autres qui ont plus certains autres problèmes. Hein. Et la personne atteinte de TDAH, les personnes ne sont pas moins intelligentes que d'autres. Donc, il ne faut pas croire que c'est un enfant qui est moins intelligent. Hein. Dieu a donné de l'intelligence à tout un chacun. Et il a donné à tout un chacun de l'intelligence. Et chaque enfant est intelligent. Donc, l'enfant qui n'arrive pas à se concentrer et qui perturbe les autres n'est pas moins intelligent. Nous devons veiller à bien canaliser ça et à transformer ce trouble en force en eux. Ça, c'est très, très important. Nous comprenons que l'enfant n'est pas moins intelligent. C'est bon. Et maintenant, quand ça s'ajoute, ou bien on va parler de l'hyperactivité. L'hyperactivité vient toujours avec un déficit d'attention. Elle touche beaucoup plus les garçons que les filles. Naturellement, on voit ça beaucoup chez les enfants que chez les filles. Et les scientifiques sont arrivés à la conclusion suivante. Plus les enfants avaient passé de temps en crèche, plus ils avaient tendance à manifester de comportements agressifs, ainsi que des symptômes de TDAH. Hein? Ce n'est pas pour minimiser ou bien pour blâmer ceux qui ont des crèches ou bien ceux qui mettent de culpabilité sur ceux qui mettent des enfants dans les crèches. Mais nous devons quand même comprendre que plus les enfants passent de temps dans les crèches, ils vont développer certains comportements. Ça, c'est sûr. L'un des parents, toute la journée, ça crée certains problèmes. Souvent, les enfants réalisent leur décalage avec les autres enfants et ils souffrent. Ils voient qu'ils arrivent quand même à comprendre, à réaliser que les autres ne sont pas comme eux. Hein, après, pour eux-mêmes, c'est une souffrance de voir que, bon, tout le temps, c'est eux, on doit reprendre, que tu bouges trop, tu fais trop de bruit, tu ne laisses pas les autres tranquilles. Donc, pour l'enfant même, c'est un peu une souffrance. Mais il est important de parler avec ses enfants, d'avoir des entretiens avec eux, de parler avec eux pour savoir ce qu'ils vivent aussi, comment eux, ils vivent cela, eux-mêmes. Les autres les voient comme ça, comme ça, comme ça. Comment eux-mêmes, ils se voient? Comment est-ce que eux-mêmes, ils vivent ça? Ça, c'est important. Nous allons voir maintenant les sources de troubles, de déficits d'attention et d'hyperactivité. Donc, il y a des causes génétiques aussi. Il peut y avoir, par exemple, cause génétique, fissure du chromosome sur
le chromosome 16. Hein? S'il y a des fissures sur le chromosome 16, il peut y avoir des causes génétiques. Donc, les enfants dont les parents ont des TDAH sont aussi plus susceptibles de développer eux-mêmes ces troubles. Si nous, en tant que parents, on a des troubles de concentration, c'est possible que les enfants aussi développent cela. Parce que les enfants nous copient aussi. Ils sont à côté, ils nous voient. On n'est pas structuré et ce qu'on fait, ils veulent aussi copier et ils vont aussi les développer. Donc, il y a ce facteur environnementaux de l'environnement qui entoure l'enfant qui va jouer aussi sur l'enfant. S'il y a des parents qui prennent du tabac, de l'alcool, la drogue, tout ça va augmenter ce risque de troubles d'attention chez l'enfant. Ouais, la femme enceinte. C'est d'abord chez la femme enceinte. Parce que l'enfant qu'elle porte vit et reçoit aussi des informations de la maman, tout ce que la maman vit. Et il va y avoir des complications pendant la grossesse et l'accouchement chez la femme enceinte. Les prématurés sont des facteurs de risque. Il y a aussi des facteurs psychosociaux et environnementaux. Les conditions de vie et les expériences de l'enfant peuvent influencer l'apparition du TDAH et aggraver ces symptômes. Le stress familial. Quand en tant que famille, on vit des stress, il y a des pressions au travail ou bien dans la famille ou bien même avec certains âges, les déménagements causent du stress à chaque membre de la famille et aussi les enfants vivent tout ça quand on va faire certains déménagements. Surtout aussi dans les fonctionnements où il n'y a pas de bonne communication dans la famille aussi avec les enfants. Les gens, ils se retrouvent devant des faits accomplis. Là, ça accentue toutes ces choses. Les disputes, les crises. Donc, lorsqu'il y a des tensions, des fréquentes tensions dans le couple, dans la famille, des disputes, des cris, même quand il y a une naissance, parce que est-ce que les membres, les enfants, tout le monde, est-ce qu'on est bien préparé pour accueillir l'enfant ou bien on n'a pas bien préparé les membres de la famille pour accueillir le nouveau-né. Donc, tout ça va accentuer le phénomène. Le divorce, etc. Les carences affectives. Lorsqu'il y a des carences affectives. Donc, nous, en tant que membres de la famille, nous devons savoir que les membres de nos familles ont des besoins, et pas seulement des besoins physiques, matériels ou autres, mais il y a aussi des besoins affectifs. Et quand il y a des carences, des besoins affectifs, ça va être aussi des facteurs. Un environnement instable, désorganisé. Donc, l'organisation qu'on a autour de nous, à la maison, tout ça va jouer. Si on est trop désorganisé, il n'y a pas d'organisation, on ne sait pas où on va. Quelqu'un se lève, donne, voilà mon idée, et puis tout le monde doit suivre cette idée. Il n'y a pas une organisation, il n'y a pas une planification, ça va engendrer des problèmes.
Euh, un contexte social inadapté, scolaire inadapté, peut également jouer un rôle dans l'expression du trouble. C'est très important pour nous en tant que parents, en tant que parents, de voir que nos enfants sont dans un contexte scolaire bien adapté à eux. Je dirais même, si ce n'est pas le cas, nous sommes obligés de les enlever de cet établissement. Donc, c'est très important pour nous de voir que nous avons le droit d'enlever nos enfants pour les mettre dans un contexte scolaire bien adapté à eux. Et je vais même dire que même un contexte religieux, bien même d'église, qui n'est pas adapté, nous avons le droit, à cause de nos enfants, de faire le choix de quitter l'église. Ça nous est arrivé où on fréquentait une église et il y a toutes sortes de trucs un peu mélangés. On a commencé à montrer certains films Igbo aux enfants, et puis certaines choses, quand tu rêves comme ça veut dire que tu es sorcier, tu es sorcière. Alors les enfants, à l'école de dimanche, devant les enfants reviennent à la maison avec des questions. Alors, j'ai rêvé que j'ai mangé, alors est-ce que je suis sorcière? Ou bien, j'ai rêvé que je suis en train de manger. Est-ce que je suis sorcière? Ou bien ceci, cela. Il y a certains enseignements, alors on dit non, ça va pas. Ça va pas. Donc, finalement, on va à l'église, on revient à la maison, tout le monde est stressé, tout le monde est... ça va pas, on n'a pas la bonne évangile. Donc, finalement, on a dit, écoute, on doit quitter cette église. On doit quitter cette communauté. Nous devons protéger nos enfants. Nous avons ce droit et nous devons faire ces choix. Nous n'avons pas besoin de dire, vous n'avez qu'à nous suivre, vous n'avez qu'à venir. Là, on va créer beaucoup d'autres problèmes. Les téléphones, la télé et les écrans en général vont aussi être des facteurs. Donc, nous devons voir aussi, maintenant, le téléphone est devenu des babysitters pour les enfants. On leur donne des téléphones et ils regardent quelque chose et puis c'est bon. Nous, on est tranquille en ce moment. Et puis, les enfants, pour eux, les téléphones aussi, pour certains enfants, c'est comme un jouet. Ça, c'est dommage, c'est vraiment grave. Que les enfants prennent le téléphone comme un jouet. Et là, nous devons faire attention. Que les enfants doivent comprendre que le téléphone, c'est un outil de communication, un outil qui aide, qui peut aider, un outil génial, une bonne invention qu'on doit utiliser pour de bonnes causes. Vous connaissez bien, je ne vous apprends pas de nouvelles choses, mais c'est très important. La télé, mettre la télé devant les enfants tout le temps ou bien comme ça, nous on est un peu tranquille, ça va causer des problèmes. Je connais un couple, il y a tellement de dysfonctionnements et puis les deux, chacun lutte, je dois travailler, ceci, cela. Donc, le petit garçon est mis devant la télé. Donc, ce petit garçon à 9 ans, il ne peut pas parler. Il n'a jamais appris à communiquer. Il est tout le temps devant la télé avec écran. Donc, maintenant, on doit amener cet enfant ici, là, chez des spécialistes pour l'aider, pour faire ceci. Il dit, il s'énerve tout le temps, il s'agite. Même quand il est en train de regarder un dessin animé, à un moment donné, lui-même il commence à taper des choses. Il a vraiment des comportements qui sont déplacés. Donc, nous devons vraiment comprendre que ces choses ont un effet
vraiment négatif sur nos enfants si on ne les règle pas bien. Nous devons savoir que le sucre, la consommation de sucre, les boissons, soda, ces choses vont être aussi des facteurs pour ces dysfonctionnements, vont causer des troubles. Alors, comment nous devons aider l'enfant qui souffre de ce mal, de TDAH? Nous avons un privilège d'être des parents chrétiens, connaissant le Seigneur. Et ça, c'est un grand privilège que nous avons. Donc, la première chose, c'est en parler de ce problème au Créateur. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui connaît nos problèmes, tout ce qu'on vit, et c'est lui qui peut apporter de meilleures solutions. Donc, on commence par là. On parle au Créateur, on prie spécifiquement et pour ce problème, et aussi on appelle à l'existence ce qui n'existe pas dans la vie de l'enfant. Parce que des fois, on est appelé à prier, à raconter à Dieu, c'est souvent des plaintes, où on se plaint devant Dieu parce qu'il y a tel problème, il y a telle situation, ça nous dépasse. En tout cas, moi, je n'ai pas de solution, je ne sais pas comment je vais régler ça. Seigneur, viens à mon secours. Mais au fait, c'est seulement des plaintes devant Dieu. Et c'est très important que nous puissions voir que c'est une occasion aussi, nous pouvons voir avec Dieu comment servir notre enfant. Et appeler des choses qui n'existent pas, qu'on ne voit pas dans la vie de notre enfant, qu'on veut voir, c'est ça on va demander. On va appeler ces choses. On va appeler ces choses à l'existence. Lorsque l'on soupçonne que notre enfant souffre de TDAH, consultez un professionnel de la santé qui pourra aussi vous aider. Quelqu'un qui connaît et qui peut faire certains tests, poser de bons diagnostics, ça c'est très important. Et vous donner aussi de bons conseils. Donc, il y a aussi des spécialistes, il y a des gens qui ont plus de connaissances aussi dans ce domaine qui peuvent aider. Ne pas avoir des attentes trop élevées pour l'enfant. Dans ces cas-là, comme rester assis sans bouger, mais plutôt lui donner une petite balle à malaxer, quelque chose à faire, un petit truc. Il faut pas juste laisser l'enfant à lui-même ou avoir aussi d'attentes trop élevées sur l'enfant. Je peux juste, peut-être ma femme va parler un peu plus de dyslexie. On a une fille qui souffrait aussi de ça. C'est vrai, moi, au début, j'avais pas de patience envers elle. Parce que des fois, elle a des comportements ou bien elle peut se coucher par terre et puis elle ne veut plus apprendre ses leçons. Et tu as envie de lui donner un coup, dire lève-toi, mais il faut avoir de la patience et pas d'attente élevée. Renforcer les bons comportements au lieu de crier ou de punir son manque de concentration. On va renforcer les bons comportements. On va renforcer les domaines dans lesquels l'enfant est doué, les domaines dans lesquels elle a le plaisir de faire quelque chose. Ça, on va renforcer, on va encourager cela. C'est important. Le temps de concentration doit être court. Donc, nous pouvons accepter que cet enfant, déjà 5 minutes ou bien 10 minutes plus, ça suffit pour elle de se concentrer sur quelque chose. Et elle peut aller faire autre chose. Peut-être elle va revenir ou bien l'encourager à revenir. Donc, nous devons nous adapter à l'enfant. Dans le bon sens.
pas choyer ou bien pas croire que ça va aller tout seul si on ne fait rien, parce qu'il y a aussi ce problème où finalement, on prend l'enfant comme victime de quelque chose et puis on va juste vouloir choyer l'enfant ou ne pas régler vraiment, ou bien aider dans le problème, ne pas régler le problème. C'est très important que nous puissions informer son enseignant à l'école. Parce que des fois, l'enseignant n'a pas compris pourquoi cet enfant se comporte comme ça. Donc, c'est nous, les parents, qui devons aller vers l'enseignant pour dire ce qui se passe, comment l'enfant est, et puis voir comment est-ce qu'on peut, parents et enseignants, travailler et aider les enfants. Parce que s'il est tout le temps démoli, rabaissé, insulté, maltraité à l'école, parce qu'elle a tel comportement, et après, elle souffre. Elle vient à la maison, nous, on continue aussi de renforcer par nos paroles, d'appuyer, et là, on est en train de détruire complètement l'enfant. L'enfant doit pouvoir bouger, faire quelque chose, griffonner quelque chose pendant un petit moment ou bien un temps. C'est mieux que de le connecter à l'écran. En tant que parent, et les enseignants ensemble, nous devons être aussi avec des professionnels de la santé. Nous devons travailler ensemble dans le même sens pour apporter un soutien, un bon soutien, un soutien fiable à l'enfant. Nous devons avoir un mode de vie sain dans notre famille. Au niveau de l'alimentation, nous devons avoir l'alimentation équilibrée. Éviter les sodas, des bonbons, les sucreries. Nous devons les éviter au maximum dans ce temps. S'assurer qu'il dort suffisamment, l'enfant dort suffisamment, beaucoup dormir. Un manque de sommeil va renforcer le symptôme de TDAH. Je suis vraiment étonné de voir que jusqu'à 21 heures, il y a des enfants de 4, 5, 6 ans, ils ne sont pas encore au lit. Et des fois, nous-mêmes, notre programme renforce ça parce qu'on mange tard la nuit. On mange très tard, ce qui n'est même pas normalement bon pour nous-mêmes, notre santé, même en tant qu'adultes. Donc, nous devons veiller à ce qu'on mange tôt. Et on couche tôt les enfants, ils ont besoin de dormir assez, et surtout des enfants qui souffrent de TDAH. Faire l'exercice physique, encourager l'exercice physique, la marche, du sport ou autre chose qu'on peut faire physiquement. Même travailler, un petit travail physique peut vraiment aider. Et favoriser la participation de l'enfant à des créativités extrascolaires, des choses qui l'intéressent. Aussi, on va l'encourager. Est-ce qu'il aime du basketball? Il aime quelque chose, on va l'encourager dedans. Et certaines choses qui aussi peuvent l'aider à se dépenser physiquement et à l'amener aussi, lorsqu'il le fait, il est concentré pour faire quelque chose comme ça. Donc, d'abord voir ses passions. Il est passionné par quoi? On va l'encourager dedans. Les activités du groupe. Sport en équipe. Ça, c'est très important. Des fois, on veut protéger nos enfants tellement que on les garde tout le temps avec nous. On ne veut pas qu'ils aillent dans des groupes, faire des activités avec d'autres.
Mais pour les enfants, je crois on pense qu'on est en train de faire de bonnes choses. Mais on fait souffrir les enfants. Beaucoup, on fait souffrir les enfants. C'est bien qu'on les encourage. Mais c'est très important qu'on voit le groupe. Dans quel groupe ils sont. Quelles sont les valeurs de ce groupe. Et on va les encourager à être dans des groupes. Mais en tant que parents, nous devons voir les valeurs du groupe. Les choses qui se passent dans le groupe. Et même des fois, encourager le groupe à venir à la maison chez nous, alors que nous avons un peu de temps pour les observer, pour voir ce qui se passe. Pas les envoyer seulement dehors. Nous, on préférait que les enfants amènent leurs camarades chez nous à la maison. Nous, on préférait qu'ils viennent chez nous à la maison, que les enfants aillent ailleurs. Et après, on ne sait pas ce qui se passe. Donc ça, c'est très important que nous puissions encourager et renforcer cela, parce que ce serait bénéfique pour l'enfant qui souffre de TDAH. Favoriser le calme. Donc, on peut instaurer, en tant que des chrétiens, on peut essayer d'instaurer dans nos familles de discipline spirituelle. Et on peut appeler ça juste discipline spirituelle, où on peut juste avoir quelques minutes de calme. Où on le fait avec eux. Et petit à petit, eux-mêmes vont apprendre à le faire. Et maintenant, on va juste se relaxer. Vous avez des chaises longues chez vous. On va juste se relaxer, avoir quelques minutes de calme. Vous allez voir, un enfant après 2-3 minutes, il saute déjà. Il veut faire autre chose, il commence à courir. Mais ne vous découragez pas. Moi, j'amenais les enfants pour faire la sieste, pour les mettre au repos. C'est moi qui dors et puis eux, ils partent. Donc, mais on va pas se décourager. On va aussi encourager et progressivement, faire ça de façon progressive. Il faut pas mettre la barre très haute tout de suite, parce que là, ça va être découragé. Beaucoup de sorties dans la nature. Ça, c'est très important. La nature nous apporte beaucoup et ça va aider les enfants. Aller voir les animaux ou visiter un endroit où il y a des animaux. Un animal, même si c'est un animal vous avez ou bien vous trouvez quelque part, on peut déjà s'arrêter là et voir. Donc, le TDAH est un trouble qui est difficile à gérer. Ce n'est pas facile. C'est pour cela que nous devons nous remettre vraiment à Dieu. Il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de troubles de comportement. Mais si l'enfant ne trouve pas des stratégies pour se contrôler, il va souvent tomber dans la consommation d'écran, de jeux, de nourriture, de sucre, de drogue, de l'alcool. Donc, nous devons voir que l'enfant, on donne des outils. Il y a des stratégies qu'on met sur pied pour que l'enfant puisse se contrôler. Même si c'est des courts moments, il a le contrôle. Il se contrôle. Nous devons voir comment essayer d'apaiser l'agitation interne. Ça, c'est très important. C'est pour cela que c'est bien aussi de discuter souvent avec l'enfant pour écouter. Vous avez eu comment écouter son enfant. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il vit vraiment à l'intérieur? Parce que des fois, on voit des signes extérieurs et on dit, ça c'est mauvais, on va punir, on va corriger. Mais il y a des choses que l'enfant vit à l'intérieur. Est-ce que vos enfants peuvent vous parler vraiment de ce qu'ils vivent à l'intérieur? Ce qu'ils ont dans leur cœur? Même face à vous, en tant que parents, face aux camarades, ce qu'ils vivent en dehors. Même aussi à l'église. Des fois, ils nous suivent jusqu'à un moment, on est choqué parce qu'il ne veut plus nous suivre. Mais il a fait un cheminement dans son cœur. Il y a des choses qui se passaient, mais on n'a jamais donné l'occasion, écouter et voir. Et puis on dit, mais l'enfant nous a suivis jusqu'à telle année, et puis maintenant, il ne veut plus nous suivre.
Vous comprenez? Donc, ça c'est très important. D'où l'importance d'accompagner son enfant dans sa gestion de ses émotions. Nous avons besoin de la sagesse et du discernement de Dieu pour accompagner nos enfants avec l'aide des professionnels de santé. Ça, c'est bon. Je vais laisser la place à ma femme. Nous allons parler de dyslexie. Alors, j'aimerais vous demander de lire ce qui est écrit au tableau. Non, il faut lire en français, s'il vous plaît. Qui veut essayer? Qui veut essayer? Allez-y, bien fort. Allez-y. Ce message est bien difficile à lire, mais votre cerveau s'adaptera facilement. Au commencement, c'est difficile, mais maintenant, vous y parvenez sans difficulté. Cela prouve à quel point votre cerveau lit automatiquement, sans effort de votre part. Soyez fiers, certaines personnes en sont incapables. Partagez si vous avez réussi à lire ce texte. Félicitations! Félicitations! Les gens qui sont un petit peu dyslexiques, ils n'ont pas de problème à lire ce genre de choses. Comme moi non plus. Il y a des personnes pour qui c'était très difficile de lire ça? Oui. Oui. Voilà. Un enfant dyslexique, quand il doit lire comme nous on lit normalement, ça lui donne le même effet. Alors, si vous avez un enfant dyslexique, il est devant un texte et puis il doit se concentrer pour pouvoir lire le texte. Et ça nous donne une idée. On peut s'énerver avec des enfants qui n'arrivent pas à lire, mais les efforts qu'ils doivent fournir dans le cerveau, ça demande énormément et ça les épuise. Alors ça, c'est juste pour vous montrer que parfois, les enfants font énormément d'efforts pour très peu de résultats. Et donc, c'est à ce genre de choses que les enfants dyslexiques sont confrontés. Donc, la dyslexie, c'est un trouble spécifique de l'apprentissage qui affecte les capacités de la lecture. Ce n'est pas un signe d'intelligence faible, mais c'est plutôt une difficulté à traiter les informations écrites. Un enfant dyslexique, c'est des enfants très intelligents. Ils ont simplement leur cerveau qui fonctionne autrement. Alors, une personne dyslexique peut avoir du mal à reconnaître les mots, à lire à haute voix et à épeler correctement. C'est un trouble neurologique. Souvent, c'est un trouble héréditaire et il peut se manifester de différentes manières et avec des degrés de sévérité différentes. Et comme je le disais tout à l'heure, l'enfant qui souffre de dyslexie doit fournir beaucoup plus d'efforts que les autres pour y arriver et ça l'épuise. C'est comme il disait mon mari tout à l'heure, on a une fille qui est vraiment dyslexique et quand elle était à l'école, j'ai passé des heures et des heures à répéter la lecture. E accent aigu, E accent grave. Tout ce qui est et là. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne fait pas la différence. À un moment donné, quand le cerveau, l'enfant a fait tellement d'efforts, le cerveau a chauffé, elle se couche par terre. Je ne peux plus la bouger. Et les autres autour de moi disaient, mais maman, elle fait des caprices. Laisse-la. Mais c'est pas vrai. Donc, il y a la pression des autres qui dit l'enfant fait des caprices, si on comprend pas ce phénomène, alors que l'enfant fait beaucoup d'efforts pour avoir un résultat moindre, et puis il est encore blâmé pour cela. Et ça, il est épuisé très très vite parce que son cerveau chauffe.
Nous, quand on dit qu'on a beaucoup travaillé, on est fatigué, on dit on va aller se reposer. Et on dit à l'enfant, t'es paresseux, il faut travailler. Mais on ne sait pas ce qui se passe au niveau de son cerveau. La dyslexie, c'est un trouble, mais c'est aussi une chance. Et c'est ça que nous devons comprendre. Le cerveau des personnes dyslexiques est obligé de développer des capacités remarquables que n'ont pas besoin de développer les autres. Ils doivent trouver des trucs comme pour lire le texte qu'on a vu tout à l'heure. Dans leur cerveau, ils doivent se dire, mais le 3, c'est un E. Etc. Et ils trouvent ces trucs, donc, pour pouvoir s'adapter à la vie comme nous on l'a, ça leur demande beaucoup de réflexion, ça leur demande de travailler des domaines dans leur cerveau que nous on ne travaille pas, et ça développe leur intelligence. Et c'est une vraie richesse d'intelligence, les dyslexiques. Ils ont une grande capacité à pouvoir être créatifs, à trouver des solutions dans les problèmes. Ils ont des capacités de vision spatiale extraordinaires. On a parlé de l'intelligence spatiale le premier soir. Et les enfants dyslexiques ont cette intelligence-là. Ils vont une fois quelque part, ils se reconnaissent. Ils ont vu un produit quelque part, ils savent où le trouver. Ils ont cette intelligence visuelle et spatiale. Et j'ai été surpris de découvrir que 50% des salariés qui travaillent à la NASA sont dyslexiques. Et ils ont été recrutés à cause de leur dyslexie. Et aux États-Unis, on mentionne la dyslexie dans son CV parce qu'on reconnaît que c'est une chance pour l'entreprise. Alors, on doit reformater notre système de pensée, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que Albert Einstein était dyslexique et Léonard de Vinci aussi? Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Quand on a un enfant qui a un trouble de dyslexie ou n'importe quel trouble, ce n'est pas une erreur. Dieu est dedans. Et Dieu va permettre qu'il y ait des belles choses qui sortent de ça. Qui peut me lire ce texte? C'est ça, hein? C'est facile. Un enfant qui souffre de dyslexie peut très bien réussir dans la vie et entrer dans sa destinée, n'est-ce pas? L'enfant peut voir un texte comme ça. Mais c'est pas parce qu'il est dyslexique qu'il est condamné à ne pas réussir sa vie. Alors, comment repérer la dyslexie? Il y a plusieurs dyslexies, et puis je ne vais pas aller dans le détail. Il y a des spécialistes. Hein. Je ne le suis pas du tout. Moi, je suis infirmière assistante de profession. Je ne suis pas du tout dans l'enseignement. Et pas du tout dans ce domaine d'éducation. Donc, une dyslexie se repère souvent avec les difficultés de lecture et d'écriture. Des erreurs d'identification du son et des lettres. Par exemple, E accent aigu, E accent grave. On les mélange tout le temps. Le C et le G. On ne fait pas la différence entre ces deux lettres. Le S et le Z. Le F et le T. C'est des lettres qui sont similaires et on les mélange. Le N et le R. Le P, le Q, le B, le D. C'est pour les dyslexiques, que ça soit, le trait soit à droite ou à gauche, que le rond soit en haut ou en bas, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'ils ont une vision globale. Donc, quand vous avez un enfant qui mélange le P et le B et le D et le Q, vous avez un enfant qui mélange le N et le R, ou même qui mélange les sons, ou bien qu'il y a les lettres qui se mélangent dans ses yeux, ça devient vraiment compliqué pour l'accompagner. Quand je lisais les cours de notre fille, déjà au CM1, ça voulait rien dire. Il y avait un bout de phrase, et puis après, il y avait un bout d'une autre phrase. Donc, je pense qu'elle commençait à copier, puis après, les yeux faisaient comme ça, et puis elle continuait à copier un peu plus bas, puis les yeux faisaient comme ça, puis elle copiait. Puis quand je lisais à haute voix, elle me disait, mais non, maman, c'est pas ça qui était écrit au tableau. Donc, il y a vraiment une intelligence qui est là. Mais par contre, c'était difficile. Il y a une confusion avec des sons, le 1 et le nu.
Tu vas répéter 50 fois. Ça, c'est un, ça, c'est nu. Demain, rien du tout. Pas pigé, pas compris. Le en et le ne. C'est pas un problème pour le dyslexique que le e soit avant ou après. Pour lui, c'est la même chose. Il doit développer des capacités pour arriver à lire. Et c'est vraiment compliqué, le on et le ou. Alors, c'est juste des petits exemples. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des inversions de lettres. De lire programme au lieu de programme. Ou quand on écrit, on met une lettre avant l'autre. On confond des mots qui sont semblables. Aime ou bien ami. De toute façon, c'est la même chose. C'est les mêmes lettres. C'est pas l'ordre qui est important, c'est les mêmes lettres. Donc, ça veut dire ça. Et vous pouvez exercer, exercer et exercer. Il faut que l'enfant trouve son truc, son système avec l'aide de spécialistes pour arriver à développer, à s'en sortir dans un monde qui est un peu différent pour eux, qui est le nôtre, notre monde. Maintenant, je vais vous montrer ce que certains enfants dyslexiques voient. Qui peut me lire ça? Ah non, c'est pas ici, ça arrive. Excusez-moi. Voilà, la lecture pour certains enfants dyslexiques, c'est comme ceci. Voilà, c'est ça. Les enfants voient toutes les lettres du début à la fin de la phrase sans espace. Voilà, c'est facile à lire. Pour certains enfants, quand ils lisent, c'est comme ça qu'ils voient. Pour d'autres, les lettres sont à l'envers, inversées et difficiles à reconnaître. Voilà. Un enfant dyslexique, il va vous lire ça sans problème, parce que tout est inversé. Qui peut lire ce texte? Bravo! Parce que la petite balle bleue appartient à Dominique. Hein? On mélange le D et le P, le B, les M et 1. Voilà comment les enfants dyslexiques doivent faire face dans une école normale avec des défis de ce genre. Il y a aussi l'incapacité à relier les lettres au son qu'elles produisent. Et peu importe le nombre de fois où vous allez répéter le même mot, il ne va pas réussir à relier les lettres et le son. Alors, il inverse le P et le B, le P et le Q, le D, le B, toutes les lettres qui sont similaires, il y a tous ces problèmes qui sont là. Et puis, c'est inversé dans sa tête, dans son cerveau, il doit les remettre en place. Et ça demande beaucoup plus de temps pour la lecture. Par exemple, l'enfant va à l'école, pour eux, l'enfant va à l'école, c'est la même chose. Parce que le en et le on, ça ne leur pose pas trop de problèmes. C'est la même chose. Ils ne voient pas pourquoi on fait une différence. Il y a aussi l'illusion d'optique. La vision d'un mot ou d'un paragraphe devient floue. Le cerveau passe au mot ou à la phrase suivante. Donc, c'est ce qui arrivait à notre fille. Elle commençait d'écrire, je pense que ça venait flou, donc elle passait au mot suivant ou à la phrase suivante. Et après, quand nous, on relit, c'est complètement incohérent. Quand le maître, il dit ça, il s'énerve parce qu'elle n'a pas copié correctement au tableau. Et puis, il y a les lettres qui dansent. L'enfant voit la première lettre et toutes les autres lettres bougent. Alors, il doit deviner ce qui se passe. Le mot écrit, par exemple, c'est parasol, mais quand il commence avec para, il sait que c'est parapluie. Donc, on voit, il commence à lire, et puis lui-même, il devine la fin du mot. Et il va pas jusqu'au bout. Parce que pour lui, para, ben, ça donne parapluie. Mais il sait pas qu'il y a peut-être parascolaire, il y a parapluie, il y a parasol, il y a toutes sortes d'autres choses.
Non. Alors, il connaît un mot qui commence par para, et quand il voit para, il finit avec le mot qu'il connaît. Voilà, maintenant, je vais vous montrer les lettres qui dansent. Voilà comment un enfant dyslexique peut voir un texte. Nous sommes récemment tombés sur cette simple mais parlante démonstration, stimulant les lettres qui se mettent à danser lors de la lecture par certaines personnes dyslexiques. Nous avons donc très rapidement eu l'idée de le reproduire en français ici sur une page entière de ce blog. Encore merci pour cette belle idée et pour permettre la réutilisation d'un script. Voilà ce qui est écrit. Vous avez pu lire? Vous imaginez, si votre enfant a un problème de dyslexie, combien ça peut être difficile d'aller à l'école et de réussir dans le système qui est le nôtre. Alors, que faire si je soupçonne que mon enfant est dyslexique? La première chose, c'est de consulter le médecin ou le pédiatre qui prescrira un bilan orthophonique. Nous, on a vraiment eu la chance d'avoir une ONG qui a passé dans l'école de notre fille, qui proposait des bilans généraux de santé, et tout de suite, ils ont vu qu'il y avait un souci. Ils l'ont orienté, on a fait un bilan orthophonique, et là, on a vu qu'il y avait vraiment une dyslexie. Et là, on a compris pourquoi c'était comme ça compliqué. J'ai passé des heures avec elle à recopier les leçons. En géographie, avec des tableaux, avec des couleurs, tout ce qui était les gains, ils viennent de ceci, cela, etc. C'était dans une couleur, les anades, ils viennent de ceci, etc. On a travaillé, on a mis des choses en chanson. La seule chose qui la passionnait et dans laquelle elle réussissait, c'était tout ce qui était SVC, SVT, ECM. Donc, elle dessinait le système cardiovasculaire en grand dans sa chambre avec la craie et les couleurs. Ça prenait toute la chambre. Et puis, elle visualisait ça dans sa tête, et puis après, elle pouvait le reproduire à l'école. Et aujourd'hui, elle est en 3e année d'infirmière. Elle a eu son BPC. Elle est partie en Suisse pour faire une formation en économie familiale. Ensuite, elle a fait infirmière en soins de santé communautaire. Et Dieu lui a dit, maintenant, tu fais l'école d'infirmière. Elle est en train de faire l'école d'infirmière. Et pour l'école d'infirmière, je lui ai dit, écoute, il faut que tu puisses faire un bilan orthophonique en Suisse, parce qu'en Suisse, c'est validé que si la personne est dyslexique, elle a le droit à une tablette, elle a le droit à plus de temps pour un devoir, etc. Donc, elle est partie faire son bilan orthophonique et effectivement, elle a une dyslexie assez sévère avec un niveau, bon, moi je comprends pas tout, je me rappelle pas des termes, mais l'orthophoniste lui a dit, mais vous gérez votre dyslexie d'une manière extraordinaire. Qui vous a aidé? J'ai dit, waouh! Elle a eu quelques cours d'orthophonie, mais elle détestait aller là-bas. Donc, je me suis battue avec elle. Et c'était pas évident, je vous assure. Elle était la dernière, alors que la première, jamais fait les devoirs avec elle. Toujours première de classe, sans problème. 2e, pas trop de soucis. 3e, pas trop de soucis. Et la 4e, ça allait moyen, elle arrivait à gérer la dernière. Alors qu'on est fatigué, puis qu'on aimerait que l'enfant réussisse bien. Et c'est là où il faut mettre le paquet, c'est là où il faut accompagner. Et l'autre jour, quand j'ai préparé ça, je lui ai envoyé. Puis elle m'a donné quelques petits trucs. Et puis, elle me dit, tu sais, maman, si tu m'avais pas aidé, j'aurais jamais eu mon CPD. Et ça, je vous assure que ça vaut la peine. Et c'est pas que j'ai plus de temps que vous. J'ai 24 heures, comme chacun d'entre vous. J'ai un ministère, j'ai un travail, j'ai des enfants, j'ai une maison à entretenir, comme vous. Mais il faut décider. Et il faut prendre du temps, il faut décider que ça, c'est la priorité. Tant pis si le ménage n'est pas fait, tant pis si on n'a pas fait ça, tant pis si on doit dire non à cette réunion. Mais l'important, c'est d'aider notre enfant. Et aujourd'hui, elle vient d'avoir ses examens de 3e année, elle a réussi. Alors, on va faire une petite pause et puis on va continuer tout à l'heure.